Depuis 15 ans, derrière ces façades tranquilles, les chaînes de télévision françaises se livrent une guerre sans merci pour le pouvoir, l'audience et les recettes publicitaires. En coulisses, tous les coups sont permis. Les droits du foot et du cinéma engloutissent des milliards d'euros, tandis que les reality shows importés des États-Unis envahissent les écrans. Victimes collatérales de cette guerre des télés, animateurs et grands patrons de chaînes sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Pour les chaînes privées et publiques, la course à l'audience est une question de survie. Succès d'audience, bataille perdue, trahison, règlement de compte, scandale. 15 ans déjà que la guerre des télés a commencé. Dizaines de secondes, la 5 va mourir. 4. Le 12 avril 1992, à minuit, une chaîne de télévision meurt en direct sous les yeux de plusieurs millions de téléspectateurs. C'est une première mondiale. La mort de la 5 marque le vrai départ de la guerre des télés. La télé est horreur des écrans vides. 10 jours à peine après la disparition de la 5, le gouvernement va attribuer le canal à la chaîne culturelle franco-allemande, la 7, bientôt Arte. Elle le partagera 3 ans plus tard avec une nouvelle chaîne publique, la 5e, qui deviendra par la suite France 5. Le paysage télévisuel français est en pleine évolution. Il est désormais dominé par les télés privées. On entre dans une nouvelle ère, celle de la concurrence. La télé, c'est d'abord des programmes qui doivent attirer le plus grand nombre de téléspectateurs. Après la mort de la 5, pour toutes les chaînes, un seul mot d'ordre, conquérir la fameuse ménagère de moins de 50 ans, la cible préférée des annonceurs. Avec La Nuit des Héros, France 2 prend une longueur d'avance en adaptant un nouveau genre importé des États-Unis, le reality show. Hervé Bourges, figure emblématique de l'audiovisuel, était alors super président de France 2 et de France 3. Il est le premier à flairer la bonne affaire. On est venu m'apporter une proposition d'un programme tout à fait nouveau qui mettait en avant des actions, je dirais, héroïques ou tout simplement de gens qui faisaient leur devoir. Quand je dis des gens qui font leur devoir, c'est quelqu'un qui, dans le métro, ne laisse pas un acte agressif se faire sans réagir, alors que la plupart des gens regardent le bout de leurs chaussures. À l'époque, c'est un jeune producteur de 28 ans, Philippe Plaisance, qui a l'idée d'adapter un programme américain à succès, Rescue 911. Plutôt que d'aller chercher à 5000 km des sujets où on est déjà beaucoup, je me dis qu'il y a peut-être next door, comme on dit, à la porte à côté, des histoires à raconter qui seraient susceptibles d'intéresser les gens. Et là, je me dis qu'on peut, caméra à l'épaule, en feignant d'être sur l'instant, reconstituer des histoires. Et puis c'est par ailleurs un modèle économique qui marche bien et qui séduit un nombre de chaînes incroyable partout dans le monde. C'était une vraie révolution quoi, à l'époque. Sur toutes les chaînes, ça fait 40 points de part de marché. Ouais. Des émissions comme Mystère sur TF1 vont même au-delà de ça. C'est stupéfiant. Ouais. Quelques mois après le succès de La Nuit des Héros sur France 2, Philippe Plaisance lance l'émission Mystère sur TF1, un programme qui reconstitue des histoires paranormales. Bientôt, toutes les chaînes vont se lancer dans le reality show. Et pour cause, ces programmes coûtent 3 fois moins cher à produire que la fiction et font 3 fois plus d'audience. Ce flot de reality show déclenche de violentes polémiques. Les intellectuels s'indignent, la presse fait écho, les plus virulents parlent même de télépoubelle. Des critiques qui expliqueront sans doute l'hésitation de France 2 à reconduire le contrat de La Nuit des Héros l'année suivante.
Ils ne veulent pas reconduire l'émission en dépit des audiences exceptionnelles qu'elle fait, sont les meilleures audiences de la chaîne. Et je crois qu'il y a une sombre histoire de transfert d'animateurs qu'ils espéraient mettre à la place le samedi soir. J'aurais continué volontiers s'il n'y avait pas eu des problèmes d'animateurs, etc. Et puis sur le fait surtout que la chaîne privée TF1 nous en ait piqué l'idée et la réalisation. Transfert d'animateurs ou pression de la presse, en tout cas TF1 en profite pour accueillir la nouvelle émission de Philippe Plaisance. Elle s'appelle Les Marches de la Gloire et ressemble nettement à La Nuit des Héros. France 2 réagit vigoureusement et attaque TF1 devant le tribunal de commerce pour plagiat. Quelques semaines plus tard, celui-ci lui donnera raison. Coup de tonnerre maintenant dans le monde de la télévision. Le tribunal de Nanterre vient d'interdire à TF1 de diffuser ses deux nouvelles émissions, Les Marches de la Gloire et Le Défi. Le tribunal de commerce considère qu'elles présentent des analogies très marquées avec La Nuit des Héros, que l'on voit sur Antenne 2. On est tombé sur un producteur sympathique au demeurant, mais qui nous a vendu quelque chose dont il n'avait pas la possession. Donc évidemment, on a dû arrêter, simplement parce que le producteur avait pris des engagements qu'il ne pouvait pas tenir. Nous, on n'a jamais été mis en cause, il ne nous a jamais été rien reproché, ni on n'a jamais été condamné ni à payer un franc, ni un centime. Ah ben c'est toujours comme ça. Mais bon, le producteur, lui, il passe entre les gouttes. La plainte de France 2 débouche sur une amende record. TF1 est condamné à payer 40 millions de francs, bientôt porté à 55 millions, après que la chaîne a fait appel. Entre France 2 et TF1, la guerre est déclarée. Quelques jours après, ma secrétaire me dit « Monsieur Patrick Lelay vous demande au téléphone ». Je prends Patrick Lelay, j'avais 2-3 collaborateurs autour de moi, j'ai appuyé sur le bouton pour qu'il puisse entendre la conversation, et j'entends, j'avais de très bonnes relations personnelles avec Patrick Lelay, pas de raison qu'il en soit autrement. Il me dit « C'est bien vous Hervé ?» Je dis « Oui, c'est moi. Alors je tiens à vous dire que j'ai un chèque à votre disposition de 55 millions. » Je dis « Oui, très bien, comment me le faites-vous parvenir ?» Et à ce moment-là, silence, et puis j'entends, en tout cas, sachez une chose, je vous briserai, je vous tuerai, vous ne l'emporterez pas, il faut que vous sachiez bien qu'à partir de ce moment, c'est la guerre entre nous deux, et vous ne l'emporterez pas. Je n'ai pas cru du tout aux menaces qu'il proférait, je l'ai revu 8 jours après, c'est comme s'il ne m'avait rien dit, il avait tout oublié, et moi aussi. Oui, mais je me souviens plus très bien. Il faut être tout à fait honnête. Cette première bataille perdue coûte très cher à TF1, car en plus de l'amende record, l'action de la chaîne perd 3% à la Bourse de Paris. Ne zappez pas! La surenchère commence et ne s'arrêtera plus. Le reality show des origines va peu à peu laisser la place à de grands talk-shows animés par des animateurs vedettes. Toutes les chaînes se lancent à la recherche de l'animateur idéal, quitte à le fabriquer de toutes pièces. Sur la une, c'est un parfait inconnu, Jean-Marc Morandini, qui en quelques semaines va faire exploser l'audimat avec Tout est possible, une émission de pseudo-confidence. Le concept de départ était de dire on va aller vers des gens qui ont vécu des choses extraordinaires dans leur vie. Ils vont venir sur le plateau et vous allez pouvoir les interroger. C'était des choses assez sages, assez journalistiques en même temps puisqu'il s'agissait de faire des interviews. Donc il n'y avait absolument rien de racoleur ou de voyeur dans la première version de cette émission. Tout est possible bat des records d'audience. Mais très vite, les guignols de l'info vont brocarder l'animateur et son émission. Or les guignols, c'est Canal+, et Canal+, c'est aussi la concurrence. Cette saloperie là, c'est quoi? La déontologie. Inutile. Bon, de toute façon, virez-moi tout. Totalement irresponsable. Voilà. Là, on est bien. On peut y aller. Jean-Marc Morandini, nouvelle star de TF1, c'est Pascal Brognaud, alors directrice des magazines, qui l'a façonné. J'avais trouvé chez lui une qualité qui était une espèce de naturel, une sorte de naïveté, une sorte de sincérité immédiate qui me faisait penser qu'il serait un très bon animateur pour ce type d'émission. On a passé à peu près 2 années tranquilles, c'est-à-dire que l'émission marchait bien, on faisait 45% de part de marché, ce qui était quand même énorme. Énorme mais pas encore suffisant. Peu importe, à TF1 on a trouvé le filon. Pour écraser la concurrence, plus aucun sujet n'est tabou. Certes, les attaques contre l'animateur et son émission se multiplient, mais les audiences crèvent le plafond. Ce soir, au sommaire de
Tout est possible, notre grand dossier sur les ex-stars du showbiz séropositifs et pédophiles, l'ancien magicien qui couche avec des handicapés mentaux, l'ex-princesse devenue dame pipi qui revend l'urine des autres. C'est des audiences qui sont jamais vues. 45, on est monté jusqu'à même 65% de part de marché. Je me souviens très bien, c'est l'émission où on avait invité Lolo Ferrari à l'époque. C'était sa première apparition télé. Mesdames et messieurs, sur le plateau de Tout est possible, Lolo Ferrari. 65% de part de marché, ils étaient hystériques à TF1, ils étaient super contents. Pascal Brognaud était heureuse, elle m'appelait le matin pour me donner les résultats. Et François Valéry se lève. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va être dur de vous regarder dans les yeux. Alors regardez ailleurs alors. Qu'est-ce qui vous pousse à faire toutes ces opérations? 3 kilos de silicone dans chaque sein, ça va être lourd? Vraiment très lourd, oui. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, c'était le culte de l'audience à tout prix. C'est-à-dire qu'on ne se demandait pas est-ce que c'est bien ou pas de faire telle chose. La seule question qu'on se posait, c'était est-ce que ça va cartonner et est-ce que demain on va avoir 50 ou 60% de part de marché. On avait habitué la chaîne à avoir plus de 50% de façon générale. Et quand on descendait au-dessous, voilà, là on commençait à nous dire regardez, l'émission faiblit, l'émission va pas très bien. Sur une chaîne commerciale, vous avez toujours l'obligation d'avoir des résultats. Sinon l'émission disparaît. Il faut quand même un minimum d'audience, ou en tout cas une audience relativement régulière, et pas de trou pour durer, sinon la pub ne rentre pas, et s'il n'y a pas de pub, évidemment, l'émission ne remplit plus une partie de son rôle en tout cas. Il y avait 3 coupures de pub, on nous en avait rajouté une au bout de la 3e année tellement ça marchait, alors qu'on n'en avait que 2 la première année. Donc voilà, il fallait remplir. Moi je me souviens très bien, la 3e année par exemple, j'ai voulu commencer à faire des sujets un peu plus journalistiques en poussant, en mettant la pression, en disant écoutez j'en ai marre vraiment, arrêtons de faire du cul en permanence, arrêtons de faire du racolage. On m'a dit écoute t'es gentil avec tes idées journalistes, etc. Regarde ce que ça fait à l'antenne. Regarde comment les audiences de l'émission baissent dans ces moments-là. Donc arrête, laisse-nous faire, nous on sait comment faire de l'audience. Donc on pouvait continuer à mettre n'importe quoi, même si je ne le voulais pas. On me disait, voilà, tu continues, tu présentes cette émission et tu assumes derrière. Jean-Marc Morandini assume tellement bien qu'il devient la tête de turc de la critique, qui va l'éreinter. Honnêtement, il n'était ni plus agressif, ni plus insolent qu'un autre. Et je pense que c'est le fait que l'émission était la première du genre qui fait que les critiques se sont focalisés sur lui. La campagne de presse qu'il y a eu contre cette émission a eu raison des audiences. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les annonceurs ont peur d'être associés à une émission parce que son image est mauvaise, je pense que la décision logique, c'est de sacrifier cette émission. Puis je crois que la chaîne n'avait pas très envie de se battre non plus pour défendre cette émission parce qu'elle avait des valeurs que la chaîne n'avait pas envie de porter. Au lieu de rectifier le tir, la machine à audience s'emballe. Même les animateurs les plus expérimentés connaissent des mésaventures extravagantes. Journaliste estimé, Jacques Pradlet, l'autre animateur vedette de TF1, dont il fait le bonheur des premières parties de soirée, s'enferre dans une sombre histoire de soucoupe volante. Votre conviction intime est qu'une soucoupe volante s'est bien crashée dans le désert du Nouveau-Mexique en 1947. Quelque chose de très bizarre s'est écrasé près de notre maison 47. Mais comme ça ne ressemble absolument pas à des débris terrestres, ça doit venir d'ailleurs dans l'espace. Mais pas de notre civilisation. Quelques semaines plus tard, Pradel persiste et signe en montrant le film d'une dissection d'extraterrestres prétendument réalisée par la NASA. Avec ces images, aujourd'hui interdites d'antenne, l'occasion est trop belle pour les guignols de l'info qui, une fois encore, en profitent pour se moquer des programmes de TF1. Après le triomphe de la cassette de l'affaire Roswell, TF1 Vidéo vous propose le bêtisier de Roswell. Désormais, la guerre des télés fait rage. Fin 1996, à TF1, on s'inquiète. Les reality shows ne plaisent plus aux annonceurs. Ils rechignent à voir leur marque associée à des émissions de plus en plus critiquées par la presse. L'audience de la chaîne a baissé. Étienne Moujotte, le numéro 2 de TF1, reprend les choses en main et invente le concept de la quête de sens. En quelques semaines, le reality show est liquidé et ses animateurs disparaissent des écrans. Quand j'ai vu cette déclaration sur la quête de sens, j'ai compris que finalement c'est ma tête qu'on allait couper et que j'allais être sacrifié au nom de cette quête de sens. Et moi, Étienne Moujotte, quand je l'ai vu le dernier jour, quand j'ai été viré de TF1, dans son bureau, il m'a dit tu sais, simplement tu as servi de paratonnerre dans cette affaire. C'est-à-dire que toute la presse t'a regardé, toute la presse est acharnée sur toi, la foudre est tombée sur toi, donc maintenant tu ne peux plus rester à TF1. Jean-Marc Morandini, victime collatérale de la guerre des télés,
En tout cas, concurrence oblige, les chaînes doivent s'adapter en permanence. L'audience avant tout, certes, mais pas au détriment de la bonne image de la chaîne. Pendant ce temps-là, Canal+, pas de problème de programme, mais une offensive éclair menée par les actionnaires avec succès contre la direction de la chaîne, une prise de pouvoir réussie. Le 18 février 1994, André Rousselet, président fondateur de Canal+, démissionne avec perte et fracas. Le conseil a dû durer 4 minutes 50. Rousselet est arrivé, a serré la main à 3 administrateurs, a ignoré les autres. Il a dit « Je propose Pierre Lescure pour mon remplacement, ma succession. Pas de voix contre, pas d'abstention. Voilà, le conseil est terminé. Au revoir. » Le même jour, dans le journal Le Monde, sous un titre Vengeur, ironiquement emprunté à un récent fait divers, André Rousselet accuse Édouard Balladur et ses amis d'avoir programmé son éviction. Pas besoin de décodeur pour comprendre que le putsch que viennent d'organiser les principaux actionnaires de Canal+, la Générale des Eaux, la Société Générale et Havas, donne le pouvoir aux amis d'Édouard Balladur, le nouveau Premier ministre. Grâce à la nouvelle loi proposée par Alain Carignon, ministre de la Communication, les actionnaires peuvent désormais détenir jusqu'à 49% du capital d'une chaîne privée. C'est ce qui s'est passé à Canal+ et a coûté sa place à André Rousselet. Michel Toulouse, ex-dirigeant de Canal+, a vécu cela de l'intérieur. L'âme de la conspiration, c'était tous ceux qui étaient autour de Balladur, qui se partageaient déjà la France. Toi tu auras ça, toi tu auras ça, toi tu auras ça. Et pour Messier, c'était tu auras Canal. Mais qui est ce nouveau venu? Polytechnicien et énarque, il a orchestré les privatisations au cabinet d'Édouard Balladur. C'est l'homme qui monte dans la Générale des Eaux, propriétaire d'Havas. Et Havas, c'est le principal actionnaire de Canal+. On sait aujourd'hui qu'il est à l'origine des modifications de l'actionnariat et de l'équilibre de l'actionnariat de Canal qui va amener le départ de Rousselet. On sait que c'est lui qui souffle à l'oreille de Balladur cette organisation qui va faire que Rousselet va sortir avec le panache que l'on sait. Pierre Lescure, c'était le dauphin, l'héritier choisi par Rousselet. Alors, est-ce que c'est Brutus assassinant César? Autrement dit, s'il y a eu complot contre André Rousselet, Lescure en faisait-il partie? En tout cas, c'est la thèse de Michel Toulouse, l'ex-ami de Pierre Lescure. La bande des Balladuriens a oint Lescure, puisque c'était eux qui avaient le pouvoir à l'époque. Ils ne pouvaient pas prendre la place. Le même conseil qui avait mis Rousselet dehors a voté pour Pierre Lescure. Ça veut dire qu'il avait l'accord de cette bande des Balladuriens pour prendre le pouvoir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Puisque on n'a pas changé le conseil d'administration, on n'a changé personne en tout temps. Donc ça veut dire qu'il avait... Mais alors, est-ce que vous dites qu'il faut sauver une entreprise, il faut sauver des gens qui travaillent, il faut sauver nos abonnés, il faut sauver un esprit Canal. Ils ont eu la peau de Rousselet. Si je veux, il faut forcément que j'aille négocier avec eux. Donc je pense, oui, qu'il avait négocié avec eux. Pour moi, la première fois où j'ai entendu ce sous-entendu, ou ce questionnement, c'est Valérie Lecable lorsqu'elle était en train d'enquêter pour écrire le bouquin qu'elle a sorti sur Canal, et l'histoire de Canal. Je pense que cette question lui a été soufflée par Pierre Dosier. Lescure fait de Pierre Dosier le patron d'Havas, la deuxième tête du complot après Messier. Je peux imaginer que Dosier, parce que d'abord, c'est sans doute la personne dont j'ai dit le plus publiquement et le plus fortement le mépris que je lui portais. Donc que Dosier derrière puisse laisser entendre, vous savez, Lescure, il s'était arrangé, c'est bien dans la méthode Dosier. Mais Rousselet est convaincu du contraire, c'est la seule chose qui m'importe. Pierre est devenu le successeur, ce qui a quand même... Ça a été un choc, le départ de Rousselet, c'était le départ du père fondateur, mais le fait que ça soit le fils adoptif qui prenne le pouvoir a quand même atténué ce choc. Après l'éviction d'André Rousselet, Jean-Marie Messier, devenu président de la Générale des Eaux, prend le contrôle d'Havas et devient par la même occasion patron de Canal+. Jean-Marie Messier a maintenant les moyens de son rêve, construire un empire de la communication.
La seule solution que l'industrie française de la communication existe, c'est de réunir les compétences, toutes les compétences nécessaires, celles des télécoms avec CGTEL, celles de l'édition avec Havas, celles des images avec Canal+. Notre stratégie, c'est de constituer la Dream Team à la française dans les métiers de la communication. La Dream Team, l'état-major des futures conquêtes, c'est Jean-Marie Messier et ses deux acolytes, Éric Licois, nouveau patron d'Havas, et à Canal+, Pierre Lescure. Mais pour le moment, ce dernier a d'autres préoccupations. Il doit faire face à un nouveau concurrent, le bouquet satellitaire TPS qui vient de voir le jour. Alors Patrick Lelay, bonsoir. Dans quelques instants, vous allez donner le top de cette télévision par satellite. Alors d'abord, essayons de comprendre comment on peut avoir accès à TPS. La télévision numérique, c'est la grande télévision du futur qui permettra à chacun de recevoir des quantités de chaînes à domicile. Alors c'est plus simple qu'on ne croit, il suffit d'acheter une parabole, d'avoir un décodeur, et puis on s'abonne, et soit on passe par le câble lorsque, évidemment, on est dans un immeuble, et là... Le 12 janvier 1997, TF1 d'un côté, France Télévisions de l'autre, et la petite chaîne privée qui monte, M6, lance TPS, la télévision par satellite. Maintenant, vous pouvez regarder ce que vous aimez quand vous le voulez. TPS. Avec CanalSat, lancé quelques mois plus tôt par Canal+, la France dispose maintenant de 2 bouquets numériques pour un pays de 23 millions de foyers télé. Ce que beaucoup d'observateurs considèrent comme une aberration économique n'est qu'un épisode de plus de la guerre des télés. En tant que TF1, on s'est dit voilà, il y a 2 marchés qui financent la télévision. La publicité, il est ce qu'il est, la croissance est faible. Et puis il y a l'abonnement qui a une croissance beaucoup plus forte. Sur le marché de la publicité, on est plusieurs à se battre, à se concurrencer, y compris le service public. Sur le marché de l'abonné, il n'y a que Canal. On ne peut pas laisser un groupe de télévision être en monopole sur ce marché qui croît plus vite que le nôtre. Alors pourquoi la France se retrouve-t-elle avec 2 bouquets numériques? Avant de créer TPS, TF1 et Canal+ ont pourtant longtemps négocié. On a donc discuté avec Pierre Lescure et Jean-Marie Messier. Voilà. Et donc, moi je me souviens très bien, on a eu un grand déjeuner, au demeurant faire sympathique d'ailleurs, avec Martin Bouygues, et puis Jean-Marie Messier et Pierre Lescure, et puis moi d'un côté, et un banquier qui nous servait un peu de relationnel entre les 2 groupes. Qui vient, non pas avec arrogance, mais en disant, si vous ne voulez pas que je vous lamine, et que j'entame votre merveilleux marché, votre merveilleuse boutique, eh ben, il faut me faire une place à la mesure de TF1. Donc la discussion commence mal, mais c'est pas parce que c'est Patrick Lelay, c'est forcément entre un mastodonte comme TF1 et un monopole de fait qui est celui de Canal, dans la télévision à péage, la discussion commence forcément un peu braquée. On leur demandait de prendre 25% du capital. C'est pas parce qu'il débarque sur ma planète que je suis obligé immédiatement de lui filer les clés de la ville. C'était excessif. Stratégiquement, sa demande est excessive. Mais ça, c'est la culture BTP, et c'est pas méprisant dans ma bouche. Hein. Mais c'est pas le même métier. D'un côté, le groupe Bouygues, leader du BTP, le bâtiment et travaux publics. De l'autre, Canal+, les saltimbanques. Xavier Couture, à l'époque numéro 3 de TF1, explique bien ce qui les différencie. Les hommes de Canal et les hommes de TF1, pour des raisons culturelles, de culture d'entreprise, j'entends pas des raisons personnelles, de culture personnelle, mais les hommes d'entreprise étaient difficiles à réunir autour d'une même table. Le groupe TF1 avait une culture industrielle qui est celle du groupe Bouygues, qui est de ne pas être minoritaire. Le groupe TF1 voulait être majoritaire dans une opération satellitaire. Les 2 groupes étaient d'accord pour faire alliance, mais chacun d'eux voulait être le leader. Je me souviens d'une réunion qui a démarré en fin de journée dans la salle à manger de Canal, au 4e étage. Et Lelay m'a dit, combien vous me donnez pour quel pourcentage? Et donc la réunion s'est un peu radicalisée. À la fin de la réunion, il devait être 10h30, 11h du soir, j'ai dit à Patrick, écoutez, je vais vous faire une proposition dans la nuit. Je vais un peu réfléchir. Et je suis parti dîner avec mes collègues. On a discuté jusqu'assez tard dans la nuit, je suis rentré chez moi, j'ai dû regarder un film, et puis je me suis dit, bon, je vais lui envoyer un truc, qui était à peu près dans les zones que j'avais discutées avec Jean-Marie Messier.
mon actionnaire largement principal. Et j'ai donc proposé à Patrick Lelay, en gros, 15% de Canal, satellite, pour 500 millions de francs de l'époque. Il a pris connaissance du fax, il se lève très tôt, il a dû le lire, je sais pas, à 6h moins le quart, 6h. Et il a pris contact sans tarder avec Bouygues et Messier pour dire votre collaborateur se fout de la gueule du monde, il m'insulte, proposer une telle somme pour seulement 15%, c'est vraiment n'importe quoi. Mais dans l'esprit de Patrick, je le sais, et c'est pas une anecdote, c'est très symbolique de son fonctionnement, c'est pas sérieux, il l'a envoyé à 3h moins le quart du matin. Alors que quand on fait simplement, en actualisant les chiffres, 15% de Canal satellite pour ce prix-là, à l'époque, vous le prenez en francs constants, vous le transférez en euros, et avec la valeur de l'actif aujourd'hui, c'était une affaire phénoménale. Malgré les tensions et les désaccords, TF1 et Canal+ poursuivent leurs discussions durant plusieurs semaines. Finalement, une entente semble possible et puis, c'est l'ultime réunion. Autour de la grande table du conseil d'administration de Canal, il y avait les équipes de CanalSat, les équipes de Canal et de CanalSat, et en face les équipes de TF1. Et chacun, c'est un débriefing, chacun posait des questions en disant mais comment ça va se passer, comment on va faire, etc. Et quand on s'est quitté, c'était fait. C'était fait. Et le lendemain matin, mais c'était fait, on s'est serré les mains, les équipes sont tombées dans les bras, ok, on bosse ensemble. Le lendemain matin, c'est la douche froide. L'accord Canal+-TF1 ne se fera pas. Aujourd'hui encore, aucune des deux parties ne se reconnaît une responsabilité dans cet échec. Je pense toujours aujourd'hui que la proposition qu'on avait faite de 15% de Canal satellite pour une valeur à l'époque en gros de 500 millions de francs était une proposition honnête et politiquement, avec un petit P, au sens de la politique audiovisuelle du pays, politiquement bienvenue. Je crois que Jean-Marie Messier lui était plutôt favorable. Mais les dirigeants du groupe Canal n'y étaient pas favorables et donc ça s'est pas fait. TF1 décide donc de faire cavalier seul et de créer un bouquet numérique concurrent de CanalSat. Le projet TPS, autrement dit la télévision par satellite, est lancé. Alors là, vous savez, c'est un problème classique d'entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la chose classique, on a analysé le montant des pertes qui arriveraient si on était dans la situation la plus catastrophique. Donc on a vu le montant des pertes et on s'est dit ça, c'est mettre le groupe TF1 en l'air. Qu'est-ce qu'on peut supporter? Allez, au pire, 25%. Donc on a cherché des partenaires pour 75%. Et c'est comme ça qu'on a monté à l'époque un groupement qui, je le reconnais, était un tout petit peu complexe, mais qui au départ était une alliance avec France Télévisions. Dès lors, TF1 doit trouver des alliés qui accepteront son leadership. Le premier qui va se présenter, c'est son principal concurrent en matière de télévision gratuite, le service public. À l'époque, Jean-Pierre Elkabbach vient d'être nommé président de France Télévisions. Il est en quête d'un grand projet. Moi, je voyageais. J'ai rencontré des gens de télévision à Los Angeles, à New York. On était avec Berry, on s'est dit, ah, le retard. On est rentré, puis on a dit, on va avancer. Et le Lelay a fait sa démarche. Et donc on est allé avec 2-3 personnes de mon équipe, dire, bon, voilà comment on va se comporter, etc. On veut cet accord. Et à ce moment-là, Jean-Pierre Elkabbach me dit, moi ça m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire. Je lui ai expliqué quel était notre projet. Et donc il a adhéré au projet. Aujourd'hui, les choses paraissent simples, mais à l'époque, les deux hommes se méfient l'un de l'autre. D'ailleurs, leur relation a bien mal commencé. Quand je suis arrivé, je tenais des propos sensés, mais peut-être un peu excessifs. Et un jour, nous nous sommes trouvés face à face au milieu de toutes les chaînes de télévision, des patrons de télévision, quand nous avons voulu lancer ensemble la grande émission sur les sida, la seule qui ait réussi avec toutes les radios-télévisions. C'était une idée de Moujotte. Et nous sommes retrouvés là, c'est vrai qu'on a failli s'envoyer des trucs à la figure. Vous savez, en 18 ans de télé, le ton il monte souvent, alors vous vous en souvenez plus. Autrement, vous passeriez votre temps avec de mauvais souvenirs. Moujotte nous a séparés avec le regretté Jean Drucker, mais physiquement. Mais c'était le breton, il a du sang chaud, et le pied noir, enfin, ou le méditerranéen aussi. C'était pour un mot que j'avais dit dans une interview à Libé, qui malheureusement sortait le jour même. J'avais dit, on va mettre au pas un jour ou l'autre les voyous de TF1. Non, j'ai pas dit TF1, j'ai dit des méthodes de voyous. Je sais pas pourquoi il avait considéré que ça le concernait. Les affaires sont plus importantes que la susceptibilité de chacun. Les deux hommes modèrent vite leur tempérament. Il faut contrer le projet de lancement de CanalSat. Alors discrètement, Patrick Lelay et Jean-Pierre Elkabbach entament une série de rendez-vous.
Je me rappelle, c'est d'aller au restaurant du Plaza à un petit déjeuner sur une nappe en papier que nous avons dessiné, ce que nous pouvions faire, et chacun nous disait « Ah, mais c'est tellement cher, on ne pourra jamais les avoir. Moi, l'actionnaire public, ne me laissera jamais. » Et lui, il y avait des tensions à TF1 entre la famille Bouygues, je sais pas, et lui, et d'autres qui ne croyaient pas au développement. Et finalement, on a trouvé des solutions et on s'est rencontrés. Moi, j'ai hésité pendant 15 jours. Je me suis isolé contre l'avis de mes collaborateurs qui me disaient « Dépêche-toi, décide ». Mais j'avais peur que Patrick Lelay et Étienne Moujon me donnent un coup de poignard juste avant l'éventuelle renomination pour un nouveau mandat. Je me dis je me livre à eux. Et puis finalement, j'ai compris qu'eux aussi avaient le même intérêt. Et si vous donniez à vos yeux la télé de vos rêves, Canal Satellite. Le succès du lancement de CanalSat est un camouflet pour Patrick Lelay et Jean-Pierre Elkabbach qui sont vexés d'en avoir été écartés. En exclusivité. Il y avait tout Paris à Canal. Une soirée inouïe, vous deviez y être. Tout le monde y était, sauf Moujotte Lelay, Elkabbach et son équipe. Et nous avions rendez-vous, on croyait pour dîner, en fait c'était pas dîner, on n'a même pas bu un verre d'eau, tellement on était concentrés, chez Lelay, boulevard Saint-Germain à l'époque. Oui, mais ça, c'est une coïncidence. C'est pas lié à la... Ça, c'est les journalistes qui écrivent ça à leur sauce, après. On va pas s'amuser à se faire une réunion des partenaires qu'autre chose à faire parce qu'on n'est pas invité à une fête de Canal. Ça, c'est... On s'est retrouvés autour de la table, et Patrick a fait un petit discours très bref. On disait, les autres, ils sont là, hein, 3 avril, on n'est pas invités. Ils vont se souvenir de cette date. Cette date va naître un deuxième bouquet. Et je suis intervenu dans le même sens. On a commencé à travailler. Et très vite, les avocats et les proches de l'équipe de direction de Lelay sont venus nous distribuer un projet d'accord. On l'a lu, on n'était pas prêts. Alors, on l'a pris. Et à partir de là, nous avons passé ces jours et nuits de travail. Et nous nous sommes entendus, et avec une rapidité et un climat de confiance extraordinaire, chacun prenant des risques, la télévision publique et la télévision privée se mariaient pour donner naissance à ce qui allait être et ce qui est devenu TPS. Patrick Lelay, président de TF1, serrant la main de Jean-Pierre Elkabbach, président de France Télévisions, la scène est pour le moins inhabituelle. Explication, quelques instants auparavant, les deux hommes ont signé un accord établissant la collaboration des deux groupes publics et privés dans le domaine de la télévision numérique. Le minimum était de s'entendre, parce qu'il y va quand même de la position de la France dans le futur, dans le concert européen, je dis même pas mondial, du métier de la télévision. Ce jour-là, les deux dirigeants savourent leur revanche sur Canal+. Mais le projet TPS coûte cher et représente un investissement de 2,5 milliards de francs sur 5 ans. Contre sa participation de 25%, Jean-Pierre Elkabbach estime pouvoir tenir un rôle et avoir un contrôle effectif dans la nouvelle société où il est à égalité avec TF1. TF1, qui n'est pas à un paradoxe près, cherche des partenaires complémentaires et va s'adresser à un autre de ses concurrents, M6. Avec ses actionnaires, la Lyonnaise des Eaux et la CLT, propriétaire de RTL, M6 vient compléter le tour de table de TPS. Nous n'avions pas les moyens de le faire tout seul, nous n'avions pas la possibilité d'aller sur CanalSat. Écoutez, il y a eu, si j'ose dire, une alliance de raison. Il y a des mariages d'amour, puis il y a des mariages de raison. Celui-là, c'était plutôt un mariage de raison qui a développé l'entreprise. Chacun a apporté ses signaux, ses chaînes, son développement. Et finalement, TPS a été une société qui s'est bien correctement développée. Il fallait bien prendre des partenaires. Donc on a fini par faire un tour de table qui était un tout petit peu compliqué au départ, puisque vous aviez France Télécom, France Télévisions, M6, la Lyonnaise des Eaux et la CLT. C'était pas un truc simple, vous savez, d'arriver à mettre tout le monde sur un schéma positif. Mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'enthousiasme pour lancer cette affaire. TF1 et M6, nouveaux alliés dans la télévision à péage, n'en sont pas moins des adversaires dans la télé gratuite. À peine le tour de table constitué, ça complote déjà en coulisses. Nous étions 4 partenaires, à 25%. Il y en a un qui a dit, il y a une partie qui a 50%. Service public et TF1, c'est 50%. Si le service public neutralise, c'est 25%. Ça fait 75 ou 50-25 et 25% pour TF1. Monsieur Lelay ne sera pas président. Si vous vous mettez avec nous, ça fait 75 contre 25. Donc vous pouvez gagner. Moi, j'ai dit, il y a une parole donnée.
J'ai fait l'accord avec lui, nous avons eu l'idée ensemble, nous prenons les risques ensemble. Je choisis que ce soit lui qui préside, d'abord il en a la compétence et la vision, le TPS à ses débuts. Et puis, nous, vous n'êtes pas des ennemis, mais vous serez les autres. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Je n'ai pas changé ni cédé. L'alliance télé-publique, télé-privée sur laquelle repose TPS doit être validée par le pouvoir politique. Le président de la République reçoit Jean-Pierre Elkabbach et Patrick Lelay à l'Élysée. Ça a duré près de 2 heures. Nous nous sommes défoncés avec lui. Et Chirac était assis comme ça. Oui. Je verrai des westerns dans votre truc. Il y aura plus de sport. On s'est dit, mais pourquoi on est venu? Il dort, on l'emmerde. Et au bout d'1 heure 3/4, Chirac s'est redressé et dit, la France désormais aura 2 bouquets. Il nous a ressorti tous nos arguments et c'est devenu la ligne officielle, politique. Il avait tout retenu pendant qu'on avait l'impression qu'il sommeillait, peut-être d'un œil. Jacques Chirac vient de donner son feu vert à Canal+. On comprend qu'il est trop tard pour inverser la tendance. Je pense que Jean-Pierre Elkabbach a joué un rôle absolument déterminant, minime en quantitatif, en poids financier, en poids de pourcentage de capital, mais politiquement énorme. Quand ils ont compris ce que représenterait pour eux TPS, ils se sont affolés. Parce que TPS, ça voulait dire des droits sportifs plus chers, concurrence, des droits de cinéma plus chers, une concurrence effrénée. Là où ils étaient seuls, ils se retrouvaient avec un concurrent Maus qui était TPS. En 6 mois, on a tout créé. On n'avait pas de décodeur, rien. On n'avait pas une chaîne à mettre dedans et on n'avait pas un contrat avec un major américain. Et lorsqu'on s'est aperçu que des droits restaient disponibles, que ce soit des droits américains ou que ce soit des droits sportifs, on est allé chercher un major américain et on a traité avec la Paramount. On a enlevé la Paramount à l'époque à Canal. Voilà, donc on avait déjà au moins un major. On a traité à l'époque un peu également avec pas la Warner, la MGM. Enfin, elle n'avait pas beaucoup de films. Et pour avoir un film français, c'était impossible. Canal avait bloqué le marché. Et puis, comme il n'y avait pas de chaîne à l'extérieur, chacun s'est un peu partagé les rôles. Alors, à l'époque, France Télévisions a fait la chaîne Histoire, nous on avait fait Odyssée, et comme personne ne voulait faire des chaînes de cinéma, on les a fait à l'intérieur de TPS. En 1950, vous aviez une chaîne. Dans les années 70, 3 chaînes en couleur. 1997, voici TPS. Pour le lancement de TPS, l'État français offre un cadeau de choix, un monopole de diffusion, car TPS sera le seul bouquet numérique à diffuser les chaînes hertziennes publiques en compagnie de TF1 et d'M6. S'abonner à TPS devient une bonne solution pour ceux qui ne reçoivent pas bien la télévision, notamment dans la France rurale. Pour Jean-Pierre Elkabbach, c'est un succès personnel. Il a mis tout son poids dans la bataille, mais pour quel résultat? J'ai jamais compris comment Jean-Pierre Elkabbach, qui m'a pas attendu pour être intelligent et politique, a pu penser une seconde qu'une fois dans ce consortium où on avait besoin de lui politiquement pour être sûr que les autorités allaient y aller, qu'ensuite il pèserait du moindre poids. Et il n'a pesé d'aucun poids une fois l'affaire faite. Moi je voulais la présidence des programmes, vice-président ou président d'un comité de programme. Et je voulais qu'il y ait des hommes, à moi je l'avais obtenu dans l'état-major, dans le conseil d'administration, etc. Je suis parti. Mon successeur est allé voir vite le gouvernement en disant « ça ne marchera pas ». Il a cherché à s'en débarrasser. Le gouvernement, par faiblesse comme d'habitude, l'a encouragé à vendre presque 18% des 25% à France Télécom de Michel Bon. Ils ont bradé 18% de Télécom qui n'a rien fait avec. À partir de là, le président de France Télévisions n'était plus président des programmes, s'en occupait plus. Il n'y avait plus personne pour la technique, etc. C'est l'équipe de TF1 qui a pris en main, comme vous le savez, TPS. Marc Tessier, qui a présidé France Télévisions de 2000 à 2005, hérite donc d'une situation où le service public ne pèse plus grand-chose dans TPS. Pour lui, cette alliance est devenue contre nature. Pour résumer, France Télévisions finançait une opération qui finalement renforçait ses concurrents. Et en contrepartie de cela, s'interdisait d'être diffusé sur le satellite où se trouvait Canal+ et CanalSat. Donc je pensais que c'était mieux de tirer les conséquences et de négocier
au mieux, ce n'était pas très facile, une sortie élégante. Et d'ailleurs, l'opération s'est révélée une belle opération financière, puisque je crois qu'on a dû faire la culbute, donc récupérer non seulement la mise de France Télévisions, mais beaucoup plus. La vente des 7% du capital que le service public possède dans TPS rapportera près de 80 millions d'euros. De quoi financer son développement futur, c'est-à-dire la TNT. Mais cela, c'est une autre histoire. L'accord des uns et des autres dans TPS ne doit pas dissimuler la bataille impitoyable que toutes les chaînes se livrent dans la coulisse pour prendre sous contrat les animateurs les plus populaires. À ce petit jeu, évidemment, le service public ne dispose pas des mêmes moyens que ses concurrents du privé. Jean-Pierre Elkabbach n'entend pourtant pas se laisser faire. La mission qui m'a été donnée officiellement et précisément par le CSA, c'est de stopper l'hégémonie de TF1 par tous les moyens, naturellement légaux. C'est en même temps d'obtenir une égale répartition des publics, des téléspectateurs qui partaient vers TF1 massivement et vers M6. Et nous n'allions pas au combat à armes égales avec TF1. Pourquoi? Parce qu'à TF1, les patrons sont les mêmes encore aujourd'hui qu'à l'origine. Il y a une harmonie, une unité. Ce n'était pas le cas dans le service public. Et il fallait donc réveiller des troupes, leur redonner confiance. Alors, pour ne pas laisser l'audience de la télévision publique s'effondrer, Jean-Pierre Elkabbach va utiliser les mêmes méthodes que la télévision privée et se lancer dans le recrutement de nouveaux talents. Nous sommes en 1996, les Delarue, Nagui et Arthur sont des valeurs montantes, pas encore confirmées. Jean-Pierre Elkabbach va les aider à créer leur maison de production. Ainsi commence l'affaire des animateurs-producteurs. Le scandale éclate dans toute la presse à la suite de la publication du rapport du député Alain Griottret. Il y dénonce les méthodes de Jean-Pierre Elkabbach et lui reproche d'avoir signé des contrats mirifiques aux 3 animateurs vedettes. Aujourd'hui, aucun d'eux ne souhaite revenir sur le sujet. Mais à l'époque, Jean-Luc Delarue dispose d'un contrat de 3 ans, non révisable, même en cas de mauvais score de ses émissions, ce qui lui donne l'assurance d'un chiffre d'affaires de 154 millions de francs par an. Pour la saison 95-96, Arthur réalisera lui 115 millions de chiffre d'affaires et Nagui 65 millions. Fiscalisation a été roi du pétrole. Et des fois j'étais écœuré, même en bouffant des lingots d'or au petit-déj, on n'aurait pas pu dépenser tout ce fric. Non vraiment, faut qu'on vous dise merci. Ouais vraiment, vous êtes archi sympa. Vous ne dites rien, vous envoyez l'argent, non vraiment sympa. En plus, vous regardez même pas? Non vraiment, c'est très bien la télé publique. Ah ouais, très bien. Il y a une concurrence effrénée, M6, TF1, les gens sont sans pitié, augmentent les tarifs des stars. Et vous vous trouvez là-dedans. Vous voulez donner du crédit au rajeunissement nécessaire du service public. Donc, vous passez des accords et vous vous taisez. Le secret est un élément essentiel des stratégies aussi dans l'audiovisuel public. Quand j'ai signé des protocoles d'accord, il y a tel ou tel de mes directeurs généraux qui avaient été informés selon les cas, où j'étais tenu au secret même par les avocats de Larue, de Rucker et tous ceux qui allaient travailler avec moi. Mais à partir du moment où nous sommes passés à la phase de la rédaction et de la signature des contrats, c'est devenu tout à fait officiel. Je ne travaille pas, moi, en catimini ou en cachette, mais j'utilise toutes les armes qui étaient en possession du président de l'époque pour agir. J'ai voulu gérer une entreprise publique comme une entreprise privée, avec le souci de la performance et du résultat. Jean-Pierre Elkabbach se défend pied à pied, mais l'affaire, loin de se calmer, prend de l'ampleur et le CSA s'en mêle. Moi, je suis très gêné pour en parler, pour une raison très simple, c'est que Jean-Pierre Elkabbach était donc mon successeur à France Télévisions, et moi j'étais président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pas facile. De personnalités différentes en plus. Moi j'ai tout fait pour aider et protéger Jean-Pierre Elkabbach. Mais qui s'est lancé dans une affaire qui a abouti à ce que vous savez, et en croyant dur comme fer que c'était la faute des autres, et en particulier du président du CSA qui l'avait enfoncé ou qui ne l'avait pas aidé.
Mais son affaire des animateurs, producteurs, etc., était inadmissible. Et il s'est lui-même enfoncé dans cette affaire. Une version que conteste Jean-Pierre Elkabbach. Ça a arrangé beaucoup de gens. Ça a arrangé Hervé Bourges. Ça a arrangé Canal+. Ça a arrangé Philippe Douste-Blazy. Ça a arrangé plein de gens. Pas le gouvernement, pas le président de la République. Qui dès le début m'ont dit, Chirac, je l'ai jamais dit vraiment. Alors c'est là qu'on voit le caractère des hommes. Vous êtes chef d'entreprise, résistez. Il n'y a rien à vous reprocher, résistez. Je résistais. Donc je vais passer la parole à monsieur Mathieu. Résister, il va le faire jusqu'à aller plaider devant l'Assemblée nationale. Mais sa résistance va le desservir. On lui demande de faire la guerre à la télévision privée, mais lorsqu'il utilise les mêmes armes, on le sanctionne. Tout le monde parle beaucoup de cela parce que nous parlons d'animateurs vedettes ayant des revenus tout à fait exorbitants du droit commun. Vous aviez posé la question sur les animateurs. Et c'est une hypocrisie que de les découvrir aujourd'hui. Même si on est contre le système de l'excès des stars, on ne peut pas le nier. Et il ne faut pas pénaliser, monsieur le député, de la télévision publique en disant qu'elle ne fasse plus d'émissions de cette nature avec des animateurs producteurs. Il y en a une dizaine, ils ont l'adhésion du public, il y en a beaucoup plus qui voudraient y arriver, qui n'y parviennent pas. De plus en plus déstabilisé, mais espérant sauver sa réélection prochaine, Jean-Pierre Elkabbach, sous la pression du CSA, propose de revoir à la baisse les contrats des animateurs producteurs. Ce matin, Jean-Pierre Elkabbach s'est exécuté. Face au président et aux 8 autres membres du CSA, il a promis plus de transparence sur les prestations et les coûts. Tous les nouveaux contrats d'animateurs seront conformes à ce principe, les contrats déjà signés seront renégociés et 2 comités vont être mis en place pour surveiller ces procédures. Mais cela ne suffira pas et l'étau se resserre. Je me souviens très bien d'un jour où je l'ai reçu en tête-à-tête dans mon bureau, où il est venu m'apporter sur un plateau la tête de tous ses collaborateurs. Il m'a dit Hadas Lebel, directeur général, très mauvais, Blériot, très mauvais, Clément, très mauvais. Je me sépare de tous et je relance France Télévisions. Je lui dis ce n'est pas en vous séparant des collaborateurs que vous avez mis en place que vous pourrez vous mettre. Ils en profitent pour engranger des profits supplémentaires, comme le confesse aujourd'hui le numéro 2 de TF1. Écoutez, si je dis la vérité, c'était une forme de soulagement, parce que quand vous avez un compétiteur très difficile qui s'arrête, vous dites, ah ben, ça va nous donner de l'air. Bon, ça ne nous donne pas pendant très longtemps, mais ça nous en a donné un peu, si bien sûr. Et en même temps, naturellement, je ne souhaitais pas que Elkabbach, que je connais depuis toujours, s'en aille. Jean-Pierre Elkabbach poussé à la démission, le CSA nomme à sa place en catastrophe Xavier Gouillou-Beauchamp, qui va installer Jean-Pierre Cottet à la direction générale de France 2. Pour lui, sa mission prioritaire, c'est le règlement de la question des animateurs producteurs. Il faut imaginer la situation. Je me retrouve au mois de juillet à France 2, enfermé entre 4 murs avec des avocats. C'était sur le plan humain, d'abord c'était difficile parce qu'il a fallu discuter avec des animateurs qui étaient aussi écorchés par la campagne qui venait d'avoir lieu et dans un contexte juridique très défavorable. Il y avait des contrats, il fallait éviter d'aller devant les tribunaux. Certains vont choisir de partir, d'autres restent, mais tous font des sacrifices sur le contrat. Jean-Luc Delarue renégocie à la baisse mais conserve toutes ses émissions. Arthur quitte France 2 pour rejoindre TF1 et Nagui disparaît de l'antenne. Je crois, il me semble qu'on récupère sur ces contrats environ 300 millions de francs pour les périodes qui étaient couvertes par ces contrats, c'est-à-dire l'année en cours plus l'année suivante. Le paradoxe, l'extraordinaire paradoxe, c'est que je fais une grille à ce moment-là avec de la ficelle et du carton, en demandant le soutien, l'aide de certains. On prolonge Fort Boyard jusqu'en décembre. Enfin, avec vraiment une série d'astuces, on fait une grille de septembre à décembre qui va connaître un succès extravagant. Et la chaîne, entre septembre et décembre, passe à 24% de part de marché. C'est vous dire à quel point la bataille de l'audience est une bataille paradoxale. Et il ne suffit pas d'avoir quelques grands noms, quelques ténors, pour être sûr que l'audience va grimper. Ça ne suffit pas en effet, mais ça aide. C'est tout le problème des grandes chaînes publiques généralistes dans ces années 90. L'affaire des animateurs producteurs aura révélé la contradiction dans laquelle, aujourd'hui encore, la télévision publique se débat. Comment participer à la course à l'audience